Monsieur le ministre, Monsieur Borloo, c'est un immense honneur de vous accueillir à la Maison de l'Alsace aujourd'hui dans le cadre du cycle Ces maires qui ont réveillé leur ville, lancé par Mulhouse J'y crois. Vous êtes une figure emblématique du renouveau urbain et social. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous votre expérience et votre vision de la ville de demain. C'est réellement un honneur pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Votre engagement à Valenciennes, dont vous avez été le maire de 1989 à 2002, est un exemple inspirant pour toutes les villes qui sont en quête de renaissance. Quand Valenciennes, durement touchée par la crise industrielle, traversait l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, vous avez su, avec audace, avec humanité, fédérer autour de vous une équipe issue de la société civile, au-delà des clivages politiques, et impulser un véritable renouveau. Sous vos mandatures, la démographie est repartie à la hausse, le chômage a reculé, les quartiers ont été transformés par la culture, par l'innovation, par la rénovation urbaine. Vous avez su attirer des entreprises de dimension internationale comme Toyota. Vous avez replacé Valenciennes sur la carte de l'emploi et de la formation. La ville reste d'ailleurs attractive aujourd'hui. Il y a même une belle école mulhousienne, Omnéo, qui a ouvert un site à Valenciennes assez récemment. Et votre action s'est aussi étendue au champ du sport, et notamment du football, comme ciment social, moteur de fierté d'appartenance, d'identité collective. Vous avez présidé le club de Valenciennes à plusieurs reprises, notamment de 86 à 91, puis dans les années 2000. Encore en 2014, vous avez personnellement sauvé le club de la disparition pour le ramener vers l'élite et faire du VAFC un symbole de résilience et de fierté pour tout un territoire. Votre parcours et ce que vous avez entrepris à Valenciennes résonnent particulièrement avec nos espoirs et avec les défis qui se présentent à Mulhouse. Nous croyons à la force du collectif, à la force du projet, à la nécessité d'avoir et de proposer une vision pour notre ville. Merci encore, Monsieur Borloo, d'être avec nous pour partager votre passion, votre expérience et vos convictions. Je vous laisse entre les mains d'Alexis Weigel, notre intervieweur, animateur des rencontres littéraires pour la librairie 47 degrés Nord, partenaire de notre démarche. Merci beaucoup. Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble pendant ces quelques minutes d'entretien l'empreinte qui a été la vôtre sur la ville de Valenciennes, 13 années durant, au poste de maire, et sur la manière dont vous avez transformé une ville qui était exsangue au moment où vous avez repris sa destinée en main. Mais pour débuter, j'aimerais poser la question inverse. Vous, dont Valenciennes n'est pas la ville d'origine, vous êtes né à Paris, vous avez des ascendances belges, bretonnes et corses. On va évoquer bien sûr ce qui vous a amené à Valenciennes, mais qu'est-ce que cette ville, 23 ans maintenant après avoir quitté le fauteuil de maire, a transformé chez vous, à la fois chez le responsable politique qui a mené également une brillante carrière sur le plan national, mais également tout simplement chez l'homme, au contact d'une ville, d'une région, d'une population qui n'était pas les siennes à l'origine? En un mot, Valenciennes m'a sauvé. Je me suis retrouvé à Valenciennes par hasard, par ignorance, par erreur au fond. Et quand je me suis retrouvé à Valenciennes, j'avais un cabinet d'avocats à Paris, là, pas loin d'ici, pas loin d'une centaine de jeunes avocats. Et je pense que j'étais assez crétin pour penser que c'était grâce à mon talent. Vous savez, c'est très facile de se griser. Voilà, avocat à la mode, dans les cabinets d'affaires, je sais pas, 35 ans. Je pense que j'aurais vraiment pu devenir un petit con. Et au fond, cette espèce de rencontre complètement, enfin, elle est romanesque, cette histoire. Hein. Passe par une administrature judiciaire, une boîte en faillite, une coopérative ouvrière, on s'ouvre la... Enfin, bon, ça ne rime à rien, j'ai jamais voulu être maire de cette ville. Bon, peu importe les circonstances. Mais pour répondre à votre question, je pense que c'est grâce au Valenciennois que je suis devenu moi-même. C'était tellement difficile
faut se rendre compte ce que c'est 40 000 licenciements. Que c'est 44 000 personnes qui quittent l'arrondissement, parce qu'il y avait nos futurs. 2000 hectares de friches en centre-ville, pas tout, enfin. Et donc vous allez au bout de vous-même. Et voilà, Kipling aurait pu écrire des choses comme ça, quoi. Donc c'est ce qui m'a le plus apporté dans ma vie, au fond. Au fond, ils m'ont sauvé. Et oui, j'ai retrouvé au fond des fondamentaux que je devais avoir au fond de moi, probablement. Une dimension, je sais pas très bien. Je sais pas la définir, c'est pénible de parler de soi. Mais cet engagement, cet amour gratuit que vous recevez. Vous savez, les Mulhousiens, les Valenciennois, c'est un peu de la même trempe. C'est le travail collectif. C'est le sens du travail bien fait. C'est personne ne meurt dans la rue à Mulhouse ou à Valenciennes. Probablement un tissu associatif très fort. Enfin, c'est des univers marqués par ce qu'il y a de plus beau. Ça s'appelle une usine. Voilà. Et la seule différence entre Mulhouse et Valenciennes, c'est que Bâle a une grande influence économique sur Mulhouse, que n'a pas Mons de l'autre côté de la frontière, car le Hainaut belge était aussi martyrisé que le Hainaut français. Mais au fond, moi je me souviens de m'être promené. Je me souviens d'un premier match quand j'ai repris le club de foot, faillite, enfin peu importe, dernier, c'était à Mulhouse. Et il y avait un président qui est malheureusement décédé, Koenig, je crois, ou un nom comme ça, un type très, très étonnant. Et à la pige, on avait Didier Six. Il était payé 5000 francs au but marqué. Mulhouse était premier, très loin, Carré-Collet, on était dernier, très loin, les derniers. Et en bas, Mulhouse à Mulhouse, c'était plus important pour nous, parce que c'était le début du sauvetage, que pour eux, qui de toute façon faisaient une très très belle saison. Et puis j'ai repenté cette ville avec Jean-Marie Bockel, avec Jean Rotner, enfin, vous savez, c'est tous ces maires, il y a une fratrie. Là, quand je dis maire, je parle des élus en général, des élus de terrain. C'est quoi un élu de terrain? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ose dire, vous savez, je vais essayer de m'occuper de vous et peut-être que ça ira un peu mieux. C'est terrible, parce qu'après, une fois que vous l'avez dit, vous le pensez, vous le rêvez. Mais c'est tellement difficile que vous êtes angoissé. L'élu est par nature psychiatriquement un angoissé. En plus, le rapport entre la performance et le succès est pas clair en réalité. C'est très difficile, c'est très ambigu, c'est très... en plus, une ville, c'est des tas de visions différentes, des générations, des cultures, des cultes, et au fond, une équipe municipale, ce n'est que le tiers de confiance, en fait. Une mairie, c'est pas l'exécution du budget de la mairie. Ça, c'est évidemment pas ça. La mairie, c'est le tiers de confiance des autres acteurs. Parce qu'en fait, vous ne faites rien avec votre budget. Vous faites avec... c'est l'université qui fait. C'est les syndicats, c'est le patronat, c'est le patron de Peugeot, c'est le monde du sport, c'est l'hôpital, vous avez les problèmes de santé en ville. Le maire n'est que le tiers, c'est les équipes préfectorales, c'est les équipes de la région, du département, de l'agglo, bref, la CAF, la CNAF, la CNAV, toutes ces institutions, tous ces fiefs de plein exercice,
au fond, le budget d'une ville, c'est rien par rapport à l'ensemble des acteurs qui sont sur un territoire. Et donc c'est comment on est tiers de confiance. Et dans tiers de confiance, il y a tiers et il y a confiance. Et donc tiers de confiance d'une équipe, et cette équipe tiers de confiance des acteurs du bassin. Donc pour répondre à votre question, Valenciennes-Bassovet. Et ce que vous venez de dire à l'instant rejoint ce que vous dites depuis longtemps dans votre livre « Un homme en colère » qui était publié en 2002. Vous partiez en guerre, entre guillemets, contre la France jacobine, contre un modèle français que vous qualifiez de dernier dinosaure de l'histoire. La France jacobine, ça fait appel à une forme de verticalité, dont beaucoup de citoyens d'ailleurs peuvent se sentir exclus. Et vous, à Valenciennes, vous avez commencé à l'évoquer, vous avez mis en place, avant beaucoup d'autres conseils municipaux, des conseils municipaux qui étaient intégralement télévisés, avec un système interactif. Vous avez instauré dès 1989 des comités de quartier. Je crois par ailleurs savoir que vous êtes favorable à limiter le nombre de mandats à 2. Vous encouragez aussi le renouvellement régulier des conseils municipaux, etc., etc. Et tout ça répond finalement à une forme de démocratie très active et à un exercice de la concertation. Ça rejoint ce que vous disiez. Est-ce que la réussite d'une politique au niveau local, à l'échelle d'une ville comme Valenciennes ou comme Mulhouse, ne peut s'incarner qu'au travers d'une intelligence collective, plutôt que par la seule incarnation d'un homme ou d'une femme et d'une politique qui s'imposerait de manière verticale? Il y a plein de choses dans votre question. Le tiers de confiance, c'est une incarnation. C'est pas un pouvoir. Vous savez à quel moment un maire sait qu'il peut se retourner en se disant bon, allez, j'ai honoré l'engagement. C'est 10 ans après. Quand 10 ans après, l'équipe est meilleure que celle qu'il avait. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de renouveler en permanence, de trouver toujours meilleur que soi, de projeter. On a tendance à fêter les victoires d'arrivée en France. Et on a l'impression que les départs sont des petites morts ou des défaites. Alors que réussir un départ, c'est ce qu'il y a de plus haut. Vous n'êtes jamais élu la première élection, c'est un malentendu. 5 fois sur 6, on veut juste renouveler les équipes. La deuxième, on vous connaît. Et oui, moi je suis plutôt, mais je veux pas l'imposer, c'est pas. Mais je trouve que 2 mandats, vous donnez tellement. Il y a tellement de gens brillants, intelligents autour de vous, ou alors vous êtes un crétin qui pensait qu'il n'y a que vous d'intelligents dans un bassin de vie. Bon. Mais évidemment qu'il y a meilleur. Vous savez, c'est comme le relais 4 fois 100 mètres. Je veux dire, le relayeur, c'est plus important, c'est le relais qui est important. C'est cette zone de risque qui est extraordinaire. La transmission. La transmission du bâton. Moi, je suis très heureux. À Valenciennes, c'est Laurent de Gallet qui a succédé à Dominique Riquet, qui m'a succédé, si j'ose dire. Enfin bon. Et quand je vois ce qu'ils font actuellement, c'est tellement extraordinaire. Je me dis que j'aurais probablement pas eu l'énergie pour mettre la pression tous les jours, à soi-même, à ses équipes. Parce que c'est physique. C'est pas un problème d'intelligence, tout ça. C'est du cœur et du muscle. Une incarnation. Et donc, oui, la démocratie grecque, je sais pas bien ce que tous ces mots veulent dire. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est quand même bien que la vie de quartier soit un peu structurée, organisée, voilà, avec des moyens un peu. Alors on était pauvres, donc c'était pas des gros moyens, mais oui, que ça renouvelle à mort tout le temps. Et moi j'ai envie de dire à mes collègues et amis et frères d'armes, faites pas trop longtemps, parce que le plus grand succès, c'est que votre successeur soit meilleur que vous. Voilà. Et que ça vous donne un bonheur infini. Que ça vous procure une joie, une satisfaction considérable.
Et comme ça, voilà, il y a tout le temps de l'énergie, il y a tout le temps de l'innovation, il y a aussi des erreurs qu'on rectifie plus vite, enfin bref. Mais moi, je suis pas du tout un donneur de leçons, il faut faire comme, je sais pas. Et vous savez, moi j'ai eu la chance que la situation était tellement difficile, moralement, socialement, que c'était l'arrondissement le plus haut chômage d'Europe, plus qu'en Silésie à l'époque. Bon. Qu'au fond, on n'avait pas trop le choix. Il y avait une journaliste d'un grand quotidien qui était venue faire un article. Et bon, vous savez, ils font l'article à l'aller, puis ils vous voient pour ajouter 3 phrases, quoi. Mais enfin, ils savent ce qu'ils vont écrire avant de venir. Et là, c'était pas exactement le cas. Elle vient me voir, elle me dit, ben, j'ai vu le patron du Parti communiste, là, à qui je demandais, ça vous fait quel effet d'être le leader d'opposition de Jean-Louis Borloo? Et il lui avait répondu, Madame, je ne suis pas le chef de l'opposition, je suis chef de la minorité. Et moi, j'étais pas le chef de la majorité, j'étais le tiers de confiance. Enfin, dans nos zones reculées, quand je dis reculées, c'est reculées du pouvoir apparent. Au fond, dans ces 120 ou 130 sous-préfectures de France, méprisées par des petits hommes en gris, des élites, de cette culture de ceux qui sont les contrôleurs du travail des autres. Moi, j'affirme que ces petites préfectures ou grandes sous-préfectures, c'est la base de la République. Je suis effaré de voir qu'elles sont en train de dépérir, coincées entre les fermiers généraux à Paris et une centralisation extrême en province, qu'on appelle les métropoles d'équilibre, sont en train de déséquilibrer le tissu humain, urbain des sous-préfectures. La sous-préfecture, c'est avec la commune le fondement de la République. Moi, j'affirme que le redressement de la France passera par le redressement du soutien à sa jeunesse, qui est en danger, et le retour d'un peu de capacité d'innovation ou de matière grise dans les sous-préfectures de France. Au fond, les 3 abandonnés finissent par faire beaucoup. Les 3 abandonnés, c'est les quartiers abandonnés de la République, ce sont les sous-préfectures en déprime, et ce sont les territoires d'outre-mer. Enfin, tout ça, ça fait près d'un tiers de la population française, les enfants. Donc c'est plus un problème marginal, c'est un problème absolument essentiel. Et moi, j'appelle à une révolte des sous-préfectures. Voilà. Parce qu'au fond, le problème de Mulhouse, le problème de Gennevilliers, c'est le même. C'est une distance considérable, non pas géographique dans le cas de Gennevilliers ou de Sarcelles, mais du système qui va bien, du système qui de toute façon n'a pas de problème, qui de toute façon, même s'il n'y avait pas d'action publique, irait bien. Parce qu'il vit dans un resort, au fond. Tu n'as pas besoin de piscine municipale si tu as une piscine privée, hein, pour simplifier. Bon, tu n'as pas besoin de sport, de sport amateur si tu es inscrit au racing. Enfin, ça va, quoi. Bon. Et on ne se rend pas compte de ce déséquilibre. Et oui, Mulhouse, il fait justement partie de ces endroits de résistance indispensables. C'est un pays où la notion d'élu et la notion de serviteur de l'État, c'est un endroit où les conflits se terminent à table chez le préfet. Le mot préfet de la République a encore un sens. Enfin, je pense. Je ne suis pas allé à Mulhouse récemment, mais je suis à peu près sûr que ça reste vrai.
que la notion d'opposant politique fait partie de, voilà, d'un nécessaire regard un peu différencié, mais au fond, je suis sûr que sur l'essentiel des combats, tout le monde va être d'accord. La question pour les villes sous préfecture, c'est t'es la capitale de quoi? Parce qu'une ville, c'est toujours la capitale de quelque chose. Alors ça peut être de la dentelle, de Peugeot, de je sais pas quoi, bon. Mais c'est toujours le lieu d'une réussite de quelque chose. Bon. Et donc il faut aller essayer de chercher dans les tripes, le fond du... le bassin minier, c'est le bassin minier. C'est une particularité. Voilà, il n'y a rien de plus beau que ça. Alors chercher dans les tripes, justement, quand vous emportez la mairie en 1989, Valenciennes est en perdition, fermeture des houillères, restructuration de la sidérurgie, l'arrondissement a perdu 40 000 emplois, vous l'avez rappelé, hérité d'immenses friches industrielles, près de 40% de la population n'a alors pas le tout à l'égout, le centre-ville compte près d'1 millier de logements insalubres, le chômage a passé la barre des 20%, votre arrivée crée un effet catalyseur positif, mais votre réussite la plus éclatante, celle que tout le monde connaît, qui vient naturellement à l'esprit, c'est celle d'avoir attiré Toyota. En novembre 97, donc un an avant le début des travaux, vous vous expliquiez, je vous cite, « C'est plus important qu'une candidature aux Jeux Olympiques réussie. C'est pour nous des milliers d'emplois directs et le signal de redémarrage pour cette région que l'on disait quasiment condamnée il y a quelques années. Et le géant japonais finira donc par choisir Valenciennes pour implanter son usine. Alors il faut parfois des coups de pouce du destin par-delà le travail acharné qu'on fournit. Cette implantation, elle a parachevé l'image de transformation de la ville et de la région. Est-ce que beaucoup de ce que vous avez pu entreprendre pour la réhabilitation de la ville, l'amélioration de la qualité de vie, la renaissance économique, la recomposition des différents tissus économiques, culturels, sociaux, a été rendu possible par ce choix de Toyota, par l'obtention de ces Jeux Olympiques, pour poursuivre votre analogie, ou est-ce que vous aviez chevillé au cœur de toute façon une idée, une vision, une conviction qui fait que quoi qu'il arrive, vous pensez que vous seriez parvenu à donner un second souffle à cette ville? Une ville, c'est des gens. C'est des mamans, c'est des enfants, c'est des pères qui trouvent ou perdent de la dignité vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est parfois du gâchis, c'est du succès au contraire. Bon. C'est des tripes. Toyota était un symbole, mais il y a eu avant ou en même temps Bombardier, Alstom, Cevelnor, Peugeot, Fiat, la 806. 5000 emplois. Simoldes, les Portugais, Mercedes. En fait, quand je parlais des tripes tout à l'heure, c'est terrible parce que vos compatriotes, concitoyens, amis, ces chefs, on va où, quoi? Donc on n'allait pas faire croire qu'on allait devenir la Côte d'Azur, ni la City à Londres. Et au fond, c'était quoi? Nous, notre truc, c'est les usines. Au fond. C'est ça ce qu'on sait faire. À une époque où les petits hommes en gris, les fermiers généraux, soutenaient la thèse de l'industrie sans usine. Souvenez-vous de Churruc. Quelle folie. Quelle folie. On a fermé les chantiers navals. Vous vous souvenez de ça? C'est un problème culturel, la désindustrialisation de la France. Le mépris des élites intermédiaires pour la production industrielle. Le fait que aujourd'hui, il vaut mieux avoir fait une école du contrôle du travail des autres, public ou privé, plutôt qu'une école d'ingénieurs. Et quand vous êtes ingénieur, on vous fait rentrer dans une banque d'affaires. C'est fou, la France des phares et balises, la France du BRGM, la France de Peugeot, la France de l'aviation, la France des satellites, la France de la production, méprisée par ce monde de la finance et de l'intermédiation.
Et donc, oui, on avait une obsession. Et vous savez, qui a sauvé l'industrie ou la réindustrialisation du Valenciennois? C'est les agriculteurs. Parce qu'ils étaient tellement conscients. L'agriculteur, il ne défend pas que son agriculture. Il défend son territoire. Et les plus beaux terrains, vous voyez, il y avait une idée stupide à laquelle j'ai cru longtemps, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était idiot. C'est il faut remettre les usines ou l'activité économique sur les friches industrielles. Sauf que la probabilité pour que les raisons de la décision il y a 150 ans soient les mêmes aujourd'hui, elle est faible. Bon. Donc on a abandonné cette idée. C'est là qu'on a mis les hôpitaux, les logements, les bon. Et en revanche, il fallait des terrains magnifiques, reliés autoroutes, reliés canals, ferroviaires, etc. C'est les agriculteurs qui l'ont fait. On a dealé. Voilà, sauvegarde de plein d'espace pour eux, en échange de leurs cadeaux au sauvetage du territoire qui a été les plus beaux territoires, pourtant agricoles, qui étaient au plan agricole de grande qualité. Donc au fond, c'est toute la communauté universitaire, les syndicats, qui on était réputé la France pour être un endroit où il y a des grèves tout le temps. Mais ils étaient capables de dire aux Japonais, mais attends, alors nous on est des gens responsables. Enfin, je veux dire, donc je peux pas vous dire où est la poule, où est l'œuf. Je peux pas vous dire si c'est ça qui a permis qu'on installe une scène nationale. Il n'y en avait pas eu depuis 40 ans en France. Musée des Beaux-Arts. La première médiathèque-bibliothèque en utilisateur de France après Paris. Je peux pas vous dire, au fond, je sais pas, tout s'est fait en même temps. C'est la bande valenciennoise, elle était indestructible. Et pourquoi Toyota était pour nous un symbole, c'est parce que on avait avant fait, je vous dis tout ça, donc c'est pas tellement l'usine elle-même. Mais que Toyota avait lancé un appel d'offres mondial. C'était la première fois que les Japonais envisageaient une implantation hors zone yen et zone dollar. Il y avait 55 sites sur les rangs. Il y en avait 6 ou 7 français. Il y avait Bordeaux, il y avait... bon. Et donc, si on arrivait à la loyale à gagner, ça veut dire qu'on avait les meilleures équipes d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de logisticiens, un climat social, des capacités de formation professionnelle meilleures que les autres. Et donc c'était une compétition, ouais, entre 55 sites d'Occident au fond. Il continue aujourd'hui, c'est le site le plus rentable du groupe Toyota Monde. C'est le plus rentable. Et en échange, on leur a fait le cadeau. Didier Leroy, qu'on avait été chercher chez Renault à l'époque, il est au conseil d'administration World de Toyota, parmi les 7. C'est le seul nom japonais, ça fait 30 ans, et c'est le cadeau qu'on leur a offert. C'est notre contribution au groupe Toyota. Didier y est toujours d'ailleurs. Vous avez évoqué brièvement la question du football. Oui. Je crois que le lien charnel qui s'est créé entre vous et Valenciennes est passé notamment par le club de football, l'USVA, devenu le VAFC, dont vous avez été le président sur 2 séquences, 1986, 1991 et 2014. Un lien à ce point fort que vous avez investi aussi une partie de votre argent personnel pour le maintenir à flot quand il était en grande difficulté. À titre personnel, quand j'étais enfant, c'est le football qui m'a permis de placer Valenciennes sur une carte, et même plus, qui m'a simplement fait connaître l'existence même de Valenciennes, mais comme d'autres villes, Auxerre, Guingamp, Lens, Saint-Étienne. Sochaux, c'est à côté de chez nous, c'est mon club, je le connais comme ça, mais est-ce que l'on est conscient de cela quand on s'engage d'abord directement dans un club en tant que président, mais encore plus quand on est maire d'une ville, de cette idée qu'un club de football, véritablement, ce n'est pas que du sport, c'est encore moins un divertissement et un spectacle,
mais que c'est beaucoup plus que cela. C'est la vitrine d'un territoire, d'une histoire, d'une sociologie, d'une identité qu'il convient de faire perdurer, de valoriser. Et le cas échéant, comment est-ce qu'en tant que maire de Valenciennes, vous appréhendez l'importance d'un club comme le VAFC, à la fois pour la ville elle-même, mais aussi pour ce qu'elle projette à l'extérieur? D'une manière générale, il ne vous a pas échappé que on est le pays qui méprise le plus le sport à l'école ou à l'université, et on est champion du monde. Paradoxe. On est champion du monde des sports d'équipe. Volleyball, basket, football, rugby. Quand tu n'es pas champion du monde, tu es vice-champion. Enfin, je veux dire, c'est... Mais d'autres sports, le judo, l'équitation, l'escrime, le karaté, c'est incroyable ce pays. Parce que le sport est probablement le dernier univers de l'effort individuel et collectif. La matrice française idéologique, c'était le catholicisme et le marxisme. Les quartiers de Mulhouse, c'était le secours catholique et le secours populaire. Voilà. Malheureusement, les deux, je parle bien de l'idéologie, hein, c'est très en recul. Et le sport est probablement le dernier lieu où il y a des pédagogues, où il y a de l'effort, où il y a de la règle, où il y a de la transmission, où il y a de des fêtes à gérer. Bon. Et donc, je pense qu'une partie des réponses de notre pays va dépendre de la capacité à animer le sport sur l'ensemble des territoires. Le sport en France, c'est 6,5 millions de bénévoles. 6,5 millions de personnes qui emmènent les gamins en bagnole le week-end, qui nettoient les chaussettes, Il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est une incroyable machine à créer du lien. Vous savez combien il y a de matchs de foot par an en France? De matchs organisés. 1 million. 1 million de rencontres avec des parents qui emmènent des gamins, des frères aînés, des sœurs aînées, avec 3 arbitres, avec un délégué de la Ligue, c'est incroyable ce truc. Bon. Et donc, oui, je crois beaucoup à ça, de manière générale, indépendamment du lieu de convivialité, du lieu d'identification, enfin Lens ou Sochaux ou Valenciennes, enfin c'est Marseille. Bien sûr. Évidemment que ce cas, d'ailleurs le rugby aussi, hein, de manière extrêmement forte sur toute une partie du territoire national, mais pas que. Ce qui me nave, vous voyez, c'est d'apprendre que l'année dernière, on a 30 000 gamins, gamins jeunes, qui ont poussé la porte d'un club de basket qu'on n'a pas pris faute d'encadrement et d'équipement. 30 000. Vous imaginez sur l'ensemble des sports. Et puis il y a le côté d'identification, alors le foot bien sûr, mais pas que. On avait moi j'étais convaincu que dans la bataille des épouses, parce que j'avais une obsession sur. Je pense qu'il faut que les mamans soient heureuses. Voilà, c'est la matrice de tout. Bon. Et du coup on s'est dit, il y a des femmes qui n'aiment pas trop le foot, puis il fait froid l'hiver quoi. Hein, c'est quand même pas aller au stade. Bon. Et donc c'était creusé la tête. Et puis finalement, on s'était dit, le basket féminin, c'est pas mal. Et en accord avec des camarades d'Orchy, là, on avait fait VO, Valenciennes-Orchy. Et donc on jouait à Valenciennes, dans la salle. C'était plein à craquer. Alors vous aviez le choix entre Ningesser pour le foot, sous la pluie, et si vous vouliez, au chaud, vous aviez à la même heure VO, l'ancienne Orchy. C'est d'une manière générale le sport, voilà, c'est un golf en centre-ville, un centre d'équitation en centre-ville, une base nautique en centre-ville, je crois beaucoup à ça. Et
la honte de ma vie, enfin le ridicule plus exactement, c'est que quand Valenciennes-Orchy bat Ekaterinbourg, le leader européen qui était russe, dans la salle, dans le bassin minier, du côté de, je ne sais pas si c'était à Béthune ou à Lens, je ne sais plus. Enfin, c'était là qu'était la finale du championnat d'Europe. Bah, le président que je suis, les filles l'ont appelé. Donc vous voyez tout ridicule, entouré de ces athlètes magnifiques. Bon, enfin bref. Mais ouais, c'est très important de pouvoir se retrouver pour des belles causes. En préparant cet entretien où j'ai lu certains de vos livres, où j'ai lu beaucoup de vos interviews, j'ai trouvé qu'un élément vous distinguait des autres dirigeants politiques, c'est un certain attrait pour le beau et pour le bien, une sensibilité à ce que le beau peut susciter de vertueux. Il fallait peut-être ça dans ce marasme dans lequel vous avez repris Valenciennes, redonner la fierté aussi aux Valenciennois d'être de cette ville. Alors sans doute ce mouvement, cette dynamique-là passe par la culture. Valenciennes est surnommée l'Athènes du Nord. Ça a été un lieu d'épanouissement artistique pendant très longtemps, centre de la révolution industrielle au 19e et 20e siècle. Je crois qu'il y a 50 Grands Prix de Rome qui ont été générés à Valenciennes. Vous avez mobilisé de l'énergie et des moyens pour redynamiser culturellement une ville qui s'était endormie. Mais la question du beau, elle est aussi ailleurs. Elle est dans l'atmosphère, dans l'énergie, dans le quotidien, dans l'environnement de la ville, l'architecture, le patrimoine, la manière dont on réhabilite, les friches, vous en avez brièvement parlé. Et puis l'idée peut-être que l'habitant, mais aussi le touriste, se sentent simplement heureux et épanouis dans une ville agréable, accueillante, belle. Est-ce qu'il y a en effet chez vous cette sensibilité-là à cette idée qu'une ville doit susciter du beau, parce que derrière le beau se cache aussi peut-être le bien vivre, le bien-être? Oui, c'est le même mot, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui touche l'âme ouvre le cœur, tout ce qui... Oui, moi je suis très... Parce que je suis très sévère avec les grands penseurs de la Charte d'Athènes en 36, 37, 38, 39 qui nous ont créé, au fond, c'est les UP. Les univers qui n'étaient pas pour le petit homme, comme il disait, c'était pour un univers collectif, mais dans le mauvais sens du terme. Hein, la ZUP, c'est une cicatrice urbaine. C'est un enfermement urbain dans lequel il n'y avait pas de voiture, pas de commerce. C'était fonctionnel, on allait dormir. Voilà. Puis après, une partie du drame français vient de ces urbanistes fous des années 40, 50, 60, qui ont d'ailleurs une énorme influence dans le monde. Beaucoup des grands ensembles que vous voyez entre les aéroports et les capitales européennes sont des enfants de cette Charte d'Athènes, qui était une monstrueuse. Il faut la relire. Mais nos quartiers en grande difficulté sont tous des quartiers conçus sur la Charte d'Athènes. Vous voyez ces quartiers fermés par des virgules, ces ensembles qui enferment avec juste le local décale en bas, et puis la supérette, et puis la classe en bas où on peut descendre en chaussons. Enfin, oui, je crois beaucoup au beau urbain. Moi, je suis pas un grand esthète. Je n'ai pas plus d'émotion que beaucoup de gens devant un beau tableau, une très belle musique. Je ne suis pas d'artiste. Mais le beau, apaisant, pour que chacun se sente bien, et surtout les plus fragiles, parce que l'endroit collectif, il est d'autant plus important que vous êtes un peu ou en marge ou fragilisé dans votre propre société. Vous pouvez avoir beaucoup de moyens, vivre dans des endroits laids dont vous échappez. C'est pas très grave, ça. C'est beaucoup plus grave quand vous n'avez pas les moyens de vous échapper. Donc le beau, oui, c'est... on ne parlait pas d'éclairage public, on disait qu'on mettait la ville en robe du soir. Vous voyez, voilà, oui, je crois beaucoup à ça, j'ai peut-être tort, mais je crois beaucoup à ça.
ça rejoint, vous avez cité ces deux expressions, la ville des mamans et la bataille des épouses. Oui. Ça donne l'idée d'une approche bienveillante aussi de la ville, du lien social qui là aussi tranche avec les discours auxquels on peut être habitué. Ce sont presque des concepts un peu désuets aujourd'hui alors qu'ils sont essentiels, la bienveillance, la gentillesse, l'empathie. Mais tout ça, ça reste une réflexion philosophique qu'on porte sur ce lien social. Mais comment est-ce qu'on peut, dans l'exercice d'un maire, traduire ça concrètement? Comment est-ce que dans une ambition telle que celle-ci, réaffirmer la prédominance de la bienveillance, de la gentillesse, du fait que des mamans puissent se sentir bien dans une ville, passer de la théorie conceptuelle à l'action concrète pour que ça ne reste pas simplement un vœu pieux? Vous savez, quand un poisson sent mauvais, c'est toujours de la tête. Et à l'inverse, pas la peine de faire des phrases. Comportez-vous comme ça. Vous allez voir, la bienveillance est une maladie contagieuse. Le beau aussi. Le fait qu'une ville soit propre, c'est pas en améliorant le nombre de tournées. C'est que tout le monde ait envie qu'elle le soit. Voilà. Alors c'est des petites touches, pas grand-chose sûrement. Je sais pas, j'ai pas de réponse à votre question. Comment est-ce qu'on peut aussi traduire cela, cette dynamique collective, en se projetant vers la ville de demain, dont on parle beaucoup, et qui fait face à des enjeux, notamment climatiques, qui forcément vont transformer ou vont être amenés à transformer nos villes? Vous avez été ministre de l'écologie, c'est une question absolument fondamentale. Comment la ville aujourd'hui doit s'adapter avec ses habitants et en intégrant ses habitants et également les gens de la périphérie pour répondre à ces exigences de ce qu'on appelle la ville de demain? C'est une chance. C'est une chance. Si on déteste la charte d'Athènes, on va adorer la ville de demain parce qu'elle sera de toute façon plus sympa. Elle sera de toute façon plus verte, elle sera de toute façon plus douce, plus apaisée, à condition qu'on gère la cohésion sociale et humaine. Qu'on ne se fasse pas des villes qui soient finalement... Je pense qu'on a tourné le dos au béton, à la brutalité, aux toute infrastructure. Je pense que c'est assez irréversible. Ça ira plus ou moins vite à certains endroits. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est la brutalité humaine. Je ne sais pas ça, comment on s'en sort. Vous voyez, une de mes grandes satisfactions, c'est quand il y a eu la mort de Naël, il y a 1 an et demi. J'ai au téléphone le maire, parce que je ne vais jamais à Valenciennes. C'est pour moi une souffrance, une blessure, mais c'est indispensable parce que il peut pas y avoir un ancien qui rôde. C'est pas respectueux de ceux qui sont en charge. Donc j'y vais pas. Et je l'ai eu savoir au téléphone, un rapport tellement affectueux, et pas une vitre cassée. Pas une vitre cassée à Valenciennes. Et je lui dis, c'est génial, c'est bien. Il me dit, on a fait comme d'habitude. On a mobilisé toutes les équipes, élus, services. On est allé voir toutes les mamans l'après-midi même. Voilà. Que 25 ans plus tard, 30 ans, je sais pas combien, 20 ans, voir que c'est toujours ça l'ambiance, ça me fait un plaisir infini. C'est pour ça que le bonheur d'être maire, c'est un bonheur qui dure très très longtemps après le départ de la mairie. C'est ce message de tendresse que je souhaite adresser à mes collègues. Ce n'est pas un message à Madame la maire de Mulhouse, bien entendu. Il n'y a rien de subliminal dans tout ça. Je la salue d'ailleurs bien chaleureusement et bien fraternellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est qu'un petit quelque chose, un passage de témoin.
Ça, bon, si on le fait, il faut le faire à fond, quoi, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo pour cet échange qui, je crois, aura été passionnant pour Mulhouse J'y crois en partenariat avec la librairie 47 degrés Nord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.